voilà parti pour un truc dans l'intimité, n'est-ce pas? Ce qui me va aussi très bien. C'est très sympa. Et donc aujourd'hui, on va parler des émotions. Et qu'est-ce que l'hypnose peut faire avec nos émotions? Parce que les émotions, c'est quand même un truc central dans la vie. On en a tous. On est traversé par les émotions. Et c'est intéressant de mieux comprendre comment les émotions nous traversent, nous habitent et s'installent, malheureusement, pour pouvoir mieux y faire face, comprendre comment on fonctionne et voir comment on peut les alléger ou les gérer. C'est peut-être un terme que j'aime pas trop parce que gérer, ça veut dire de nouveau prendre le contrôle sur les choses. Alors qu'une émotion, elle passe, on le verra, quand on lâche prise, pas quand on contrôle. Quand on accueille. Quand on accueille, ouais. Accueillir, lâcher prise. On va voir un peu les techniques. Il y a deux grandes techniques que j'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces deux, hein, mais c'est vraiment les deux techniques les plus efficaces par rapport aux émotions que j'utilise depuis un certain nombre d'années déjà dans mon cabinet. Et donc, on va parler de ça, et puis ça va permettre de comprendre comment c'est construit. Dès le moment qu'on arrive mieux à piger comment ça s'installe, du coup, on est moins facilement soumis. C'est comme un peu la publicité. Dès le moment qu'on comprend comment les publicistes nous enfilent des trucs qu'on n'a pas besoin d'acheter, on peut mieux résister à des achats compulsifs. C'est pareil. Je ne sais pas si l'exemple est bon, mais c'est ce qui me vient. Et donc, je pense que ça vaut la peine de recadrer un petit peu le mot hypnose. Parce que l'hypnose, en fait, moi, plus j'en fais, plus je me rends compte que ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on appelle hypnose, c'est une technique qui permet de mettre une personne, par un phénomène d'induction, de mettre une personne dans un état de relaxation. Donc on fait baisser la fréquence des ondes cérébrales, on a les ondes bêta qui correspondent aux ondes de l'éveil, on a le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est 7% de l'activité neuronale seulement, 93% c'est inconscient. Le haut de l'inconscient, la partie de l'inconscient qui est collée au conscient, on va dire, ça on appelle le subconscient, c'est 25% de l'activité neuronale. Et là, on est dans cette couche de conscience entre les zones alpha et les zones theta. Puis après, si on descend plus loin, on arrive dans les zones delta, puis là, on s'endort. On dort. C'est ce qu'on vit tous les jours, naturellement, la nuit, hein, quand on dort. Quand on est dans la zone, quand on rêve, quand on est dans la zone des rêves, c'est qu'on est remonté dans les états de sommeil paradoxal, où on est à la frontière entre le subconscient et l'inconscient. Ça, c'est le rêve. Hein. Et le corps utilise les rêves souvent pour dégager des tensions. Faire des cauchemars, c'est donc une bonne chose. Même si ce n'est pas très agréable, ça décharge. Hein, c'est fait pour. Alors l'hypnose, pour revenir sur ce thème hypnose, d'abord c'est un terme qui n'est pas très vieux, je ne saurais plus dire les dates, mais je crois que c'est fin du XVIIIe siècle où un chercheur, un médecin a posé ce mot-là, qui vient du terme hypnose ou hypnosis ou je ne sais plus quoi, un terme qui veut dire dormir. Hein. Donc il a apparenté ça au sommeil et puis il a commencé à identifier des moyens, notamment la focalisation du regard sur un point. Quand on focalise le regard sur un point, quand on se force à garder les yeux fixés sur un point, on finit par partir en hypnose. Hein. C'est une technique que j'utilise, toute simple, et que vous pouvez utiliser aussi en auto-hypnose. Parce que le cerveau est fait pour balayer avec le regard tout le temps pour trouver ses repères, et quand on l'empêche de faire ça, il part dans un autre état. Donc, l'idée de l'hypnose, c'est d'utiliser ces techniques ou d'autres. Il y a plein de techniques d'induction hypnotique qui permettent de passer de l'état bêta, l'état d'éveil, à un état alpha, relaxation, méditation, etc. On parlait de relaxation alpha dans les années 70, 80. Maintenant, le terme c'est un petit peu tombé, mais ça fait rien. On est vraiment dans cette zone de fréquence cérébrale qu'on peut appeler le réveil éveillé. On n'est pas en hypnose profonde, on est là sans être là. On est là en état ailleurs. C'est un état tout à fait naturel, on le vit plein de fois. Quand vous êtes à un endroit et que vous oubliez que vous êtes à un endroit. Vous conduisez votre voiture, puis vous oubliez que vous conduisez votre voiture. Vous faites 50 km, tout d'un coup, vous dites « Ah tiens, je suis arrivé » et vous n'avez rien vu. C'est un état hypnotique, c'est un état alpha.
Hein. L'hypnose, c'est donc une technique qui permet de provoquer cet état et de le faire durer pendant le temps de la séance. Et de l'approfondir pour atteindre les ondes d'état. Là, la personne a vraiment l'impression d'avoir dormi. Quand elle ressort de cet état-là, elle ne se rappelle de rien. On va utiliser ces différents états pour donner des suggestions hypnotiques, puisque dans cet état, et ça les neurosciences, l'imagerie cérébrale l'a démontré ces dernières années, grâce à l'IRM et tout ça, qu'on voit que quand on est dans cet état, il y a certaines zones du cerveau qui s'éteignent et d'autres qui s'amplifient, qui s'allument. Les zones de la cognition, de l'apprentissage et de l'ouverture du cœur, de la bienveillance, et ces zones-là, hein, de la compassion et tous ces trucs s'ouvrent, sont beaucoup plus actifs dans le cerveau. Donc quand on fait des suggestions, on va de toute façon toujours vers un mieux. Hein. Et ce pourquoi on fait appel à l'hypnose, généralement, c'est pour régler des problèmes. Les gens viennent à l'hypnose parce qu'ils ont un problème. Mais on peut aussi utiliser l'hypnose pour développer ses performances, sa créativité, etc. On peut faire de l'hypnose quand on va bien pour aller encore mieux. Donc ce que vous avez vécu, c'est effectivement de l'hypnose. Après, c'est pas de l'hypnose au strict sens du terme de la technique hypnotique qui est utilisée chez les hypnothérapeutes, mais l'état, c'est un état hypnotique, qu'on fasse de la pleine conscience, comme vous disiez, du chamanisme ou du rêve éveillé, etc. Tout ça sont des états hypnotiques qui vont donc éteindre le côté critique du cerveau et ouvrir le champ de la créativité, des apprentissages et de cette ouverture de cœur, ouverture à la connexion à l'univers. Donc c'est vraiment super intéressant. On peut faire de l'hypnose juste pour régler les problèmes, ou on peut faire de l'hypnose pour en profiter, en réglant un problème, d'ouvrir les gens sur plus de vastitude, on va dire. Alors, les émotions là-dedans, comment est-ce qu'elles sont utilisées ? D'abord, il est peut-être utile de rappeler qu'il y a 6 émotions universelles qui ont été définies, donc qu'on retrouve à toutes les époques, à tous les âges et pour tous les êtres humains. On a 2 émotions dites positives, la joie et l'enthousiasme. Moi, je mets enthousiasme, certains disent la surprise, certains disent la curiosité. La surprise ne me paraît pas tout à fait correcte, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises aussi. Donc j'aime bien enthousiasme, surtout que étymologiquement dans le mot enthousiasme, ça veut dire rempli de Dieu. Donc j'aime beaucoup ce mot, sans connotation religieuse aucune, c'est vraiment rempli de tout le potentiel de l'univers. Donc joie et enthousiasme, c'est des choses qui vont nous traverser, qui vont monter en nous pour nous améliorer la vie, pour nous rendre heureux. Et on a 4 émotions dites négatives, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Et le subconscient, qui est notre meilleur ami, mais pas toujours très malin, enfin il l'est sans l'être, on va comprendre un peu plus, notre subconscient il est là pour nous protéger. En ce sens-là, c'est notre meilleur ami. Ce qu'il y a, c'est qu'il est tellement efficace que quand il met en place un programme, ce programme est infaillible et il ne change plus. Il est là pour toujours. Et s'il a mis un programme quand on avait 3 ans, vous parliez de la petite enfance, hein, si on a mis en place un programme inconsciemment quand on avait 3 ans, il nous court après toute la vie. Sauf qu'on a grandi, on sait se défendre après en tant qu'adulte. Donc on n'a plus besoin du même programme, donc il faut faire des mises à jour. Alors toutes ces techniques, bon, l'hypnose, on parle d'hypnose ici, mais tout, le chamanisme ou d'autres approches vont de toute façon toujours être plus ou moins hypnotiques parce qu'elles font appel à un état de conscience qui correspond à ce qui se passe dans le subconscient. Donc quand on parle d'hypnose, on parle de technique. Après on peut parler d'état hypnotique, alors là ça touche beaucoup d'autres techniques. Le subconscient est donc là pour nous protéger, et comme il veut nous protéger, il va être un peu plus orienté sur les dangers qui nous guettent, hein, donc sur les 4 émotions négatives, on va les appeler comme ça, même si c'est un peu un jugement. Quand il sent qu'on est complètement en sécurité, alors
il va utiliser les deux émotions positives pour nous améliorer la vie. La joie, l'enthousiasme. Hein. Si vous êtes en vacances, à la plage, vous avez payé l'hôtel, tout va bien. La seule préoccupation que vous avez, c'est qu'est-ce que vous allez prendre comme parfum de glace. Vous n'êtes pas stressé, tout va bien. Donc, il n'y a pas de danger, en tout cas rien qui le demande, même si votre subconscient est toujours un peu à l'affût de ça. D'ailleurs, il se peut que même dans ces conditions-là, votre passé vous amène à ne pas être à l'aise. Pas être à l'aise en caleçon de bain, pas être à l'aise quand il fait trop chaud, pas être à l'aise quand vous n'avez rien à faire, etc. Ça dépend. Mais généralement, il y a des conditions idéales durant lesquelles le subconscient va activer la joie et la curiosité pour nous nourrir et puis nous amener à être plus heureux. Mais malheureusement, enfin, c'est comme ça, le subconscient qui est là pour nous protéger garde son attention sur ces trucs qui se sont installés. Dans le subconscient, on va trouver donc les émotions, les 6, et on va trouver aussi les mémoires. Le subconscient mémorise tout ce qu'on vit. Et c'est là où la petite enfance va être très très importante, parce que entre 0 et 6 ans à peu près, on n'a pas suffisamment d'informations pour porter un jugement sur ce qu'on est en train de vivre. A fortiori, quand on est au tout début de la vie, quand on est un bébé, ou quand on a 1 année, on ne sait même pas qu'on est un bébé quand on vient au monde. Je ne sais pas que je suis un bébé, je ne sais pas que maman c'est maman, je ne sais rien. Je suis juste dans un état d'être, de perception. Et dans cet état de perception, je suis dans une sorte d'élan de contemplation du monde. Sauf qu'à ce moment-là, il peut y avoir des expériences désagréables. Des rejets, des abandons, des traumatismes, des peurs, voilà. Ça peut être la peur d'un bruit, ça peut être un rejet simplement parce que maman, elle en a marre et puis elle me met dans le berceau puis elle va se coucher, et que je pleure ou non, elle ne revient pas. Donc il peut y avoir une sensation de rejet ou d'abandon. Tout ça, c'est normal. On passe tous par ces étapes. Vous connaissez peut-être les blessures de l'être de Lise Bourbeau. Hein. Donc on a vraiment, on passe par ces étapes. Et donc ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Notre subconscient n'aime pas ça. Il a une mémoire, un événement sur lequel est posée une émotion négative. Et il se dit, oh là là, ça c'est vraiment pas cool, on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Donc il va faire 2 choses. Il va premièrement restimuler l'émotion chaque fois qu'un nouvel événement ressemble à celui-ci. Donc chaque fois qu'on va me mettre au lit, je ne vais pas être content jusqu'à ce que ça passe, je m'habitue, parce que de toute façon je sais que je pleure ou pas, il ne se passe rien. Mais de toute façon, il peut y avoir, selon ce qui se passe, des éléments de traumatisme. Il faut un peu plus que simplement qu'on nous laisse dans le lit, probablement, hein, pour que ça laisse une trace. Mais il peut y avoir des éléments de traumatisme, par exemple si je pleure trop et puis que le père se lève et puis vient m'engueuler, voire me secouer, etc. Donc des éléments traumatisants plus graves. Mais il y en a beaucoup quand on est enfant. On peut être... je ne sais pas, en tant que bébé, je peux ressentir le malaise de ma maman quand elle me lave les parties génitales, par exemple. Et puis traîner ça toute ma vie, de ne pas être à l'aise, par exemple. Hein. Ou toutes sortes d'autres choses. Bref. Et donc, le subconscient fait un amalgame. À partir de cet amalgame, il va donc restimuler tout événement qui va ressembler de près ou de loin à ça. Je dis de près ou de loin parce que le subconscient n'est pas logique, il est analogique. Fait des analogies avec plein de choses. Et du coup, si la chambre à coucher du bébé, dans son expérience, elle est à côté d'une voie de chemin de fer, ce petit enfant-là, il ne va pas aimer les trains. Vous comprenez ? C'est analogique. Et la deuxième chose que fait le subconscient, il va mettre en place un programme d'évitement. Ça peut aussi être un programme de déni, mais c'est plus rare. Généralement, c'est un programme d'évitement. Et c'est tellement efficace que clairement, un claustrophobe ne va pas se retrouver dans un ascenseur en se disant « Merde, j'ai oublié que j'étais claustrophobe ». Ça marche tous les coups. Quand on n'aime pas les endroits exigus, on n'y va pas. Et il n'y a pas d'exception à ça. Le subconscient n'oublie pas
de faire fonctionner le programme. Donc c'est très très efficace et ça date d'il y a très longtemps. C'est là où l'hypnose devient intéressante parce qu'on va mettre à jour le programme. On va travailler plutôt sur la structure du programme. Ce programme d'évitement, comment est-ce qu'il tient? Alors ça c'est très intéressant et c'est là où l'hypnose me plaît beaucoup parce que ça permet de comprendre comment on est construit. Quand vous pensez à un truc qui vous déplaît, un problème que vous avez, quel qu'il soit, vous avez peut-être des pensées qui viennent à ce sujet. Ou peut-être c'est plutôt des images, des projections imagées, ou peut-être c'est des sensations dans le corps. L'un ou l'autre de ces trois. Souvent il y a les trois, mais souvent un qui prime. Admettons que ce soit une image. Votre image, vous allez l'imaginer dans un certain positionnement dans votre espace. L'image va être toujours, par exemple, en haut à gauche. Jamais ailleurs. Si c'est une pensée, elle va peut-être tourner. Et c'est très intéressant d'observer les gens qui parlent de leurs pensées, parce qu'il y en a chez qui ça tourne dans ce sens, d'autres chez qui ça tourne dans ce sens, il y en a d'autres chez qui ça tourne horizontal. Observez les gens qui parlent, la gestuelle. Ça, c'est la structure mentale qui a été installée au moment de l'événement. Il y a une pensée, une image, une pensée par exemple, et une sensation de crispation dans le ventre. Bon, ça peut être la gorge, ça peut être n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est la structure. Ça se passe tout le temps comme ça. Ça veut dire que si une personne a son image ici, sa pensée là, et son truc dans le ventre, si vous changez les trucs, vous prenez l'image, vous la mettez là, prenez la pensée, vous la faites tourner ici, et vous faites détendre le ventre, la personne, elle ne peut plus être claustrophobe, pour reprendre cet exemple. C'est impossible. Et ça, c'est des manipulations de la structure. Le subconscient, il architecture, si on veut, son programme. C'est du code, on pourrait dire, du code informatique presque, à l'intérieur du cerveau. Et si on change le code, l'effet est différent. Donc l'hypnose permet de faire ça. Et c'est une des deux techniques de traitement des émotions. Donc on ne va pas s'occuper de savoir pourquoi l'émotion elle est là. On ne va pas s'occuper de savoir d'où ça vient, quel âge il avait, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. On s'en fiche. On ne travaille pas sur le passé. On travaille sur la structure, comment elle est maintenant, parce qu'elle a toujours été comme ça, et on va agir sur cette structure. La petite enfance, c'est donc très important à comprendre. La protection de l'inconscient, c'est très important à comprendre, parce que dès que le subconscient va trouver un meilleur moyen de vous protéger, il va le prendre. Il ne va pas résister. Il va résister si on lui dit de ne plus faire ça. Il va dire, ça ne va pas, c'est mon job. Je suis en train de protéger mon propriétaire, là. D'accord? Mais si on lui dit, si on l'amène à concevoir qu'il y a une meilleure manière de protéger le propriétaire, il va dire, bien sûr, je prends ça. Et laisse tomber l'autre. C'est comme si vous allez alléger les mécanismes de défense, quoi, pour... Exactement, ouais. On va les transformer. Vous avez parlé de refoulement, mais moi j'entends un peu ça comme ça, mais... Après, vous, ce que vous faites, en fait, en tant qu'hypnotiseur, vous allez un peu déprogrammer les mécanismes de défense pour déstabiliser, en fait, notre moi, et puis comme ça, comme on fonctionne différemment, il y a des peurs qui s'en vont. Ouais, exactement. Des liens qu'on ne fera plus. Exactement. Ouais, mais c'est juste de poser la question pour préciser un peu plus, c'est que finalement, le subconscient, je vais reprendre un exemple un peu plus précis, parce que là j'ai parlé de plusieurs trucs, claustrophobie, le gamin dans son berceau, etc. On va se mélanger ici. Donc prenons un exemple plus précis du petit enfant qui est enfermé par des copains dans une malle pour rigoler, etc., puis qui développe une claustrophobie. Ok. Donc, il va effectivement, le subconscient va trouver cette expérience très désagréable et il va installer un programme d'évitement. Il ne faut pas se retrouver dans un endroit exigu. Donc, une claustrophobie. D'accord ? Ça, c'est le programme d'évitement.
Ce programme d'évitement, il a une structure. Et c'est sur cette structure qu'on va agir. Maintenant, le subconscient protège. Il ne protège pas des mâles ou des ascenseurs. Ce n'est pas de ça qu'il protège. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière. Il y a une peur, donc il y a une émotion. Il y a une peur, mais derrière cette peur, il peut y avoir de la colère aussi. Hein. De la peur, de la colère, de la tristesse. Peut-être que dans les petits copains qui l'ont mis dans la malle, il y avait son frère. Trahison. Hein. Peut-être que, enfin voilà, en fonction des circonstances, il y a d'autres choses qui ont été blessées plus profond. Le subconscient nous protège toujours de quelque chose de très profond. Et là, c'est souvent relié aux blessures fondamentales, comme la trahison par exemple, ou l'abandon, enfin ces choses-là, l'humiliation aussi, peut-être tout le monde s'est moqué de lui, etc. Mais ça a à voir avec un truc très très basique sur l'être. Est-ce que j'ai le droit d'être ? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux ? Est-ce que j'ai le droit d'être libre ? Est-ce que j'ai le droit d'être ? Donc fondamentalement, ça revient tout le temps. Alors c'est vrai quand vous dites, bon, si on veut bidouiller, j'allais dire, transformer la perception, la structure de la manière comment le problème s'entretient depuis tout ce temps-là. Hein, et donc on va transformer ça va, vous disiez, rompre ou perturber les systèmes de défense, alléger. Alors oui, juste dans le temps de la séance, mais en fait on va mettre autre chose à la place. Hein, on va mettre autre chose à la place. Parce qu'il ne s'agit pas d'enlever la défense d'une personne puis lui dire, bon, rentrez chez vous. Elle ne va pas être bien. Hein. Donc c'est un peu ce qu'on va faire là, vraiment de manière importante, dans certaines approches. Donc je vous parlais de 2 techniques que j'utilise vraiment. Alors il y en a une qui utilise vraiment ça. Je vais le détailler un petit peu. On va d'abord identifier quel type d'émotion c'est là, donc une peur, une colère, une tristesse ou un dégoût, et puis on va l'identifier dans le corps, on va le localiser dans le corps. Quand vous ressentez cette émotion, c'est où ? C'est où dans le corps ? Alors il y en a chez qui c'est dans le ventre, au niveau du plexus, mais ça peut être plus rarement dans les pieds, des fois dans la tête, ça peut être des fois un petit peu en dehors du corps, comme si on avait quelque chose sur le dos. Bon, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça, c'est la structure de la personne, c'est unique. Hein. Et donc, on ne peut pas faire de projection là-dessus. On va identifier où c'est dans le corps, et après, on va préciser, c'est-à-dire qu'on va amener la personne à focaliser sur cette sensation en lui demandant des précisions. Est-ce que c'est plutôt chaud, plutôt froid ? Est-ce que c'est plutôt lourd, plutôt léger ? Est-ce que c'est plutôt lisse ou plutôt rugueux, quelle couleur ça a, etc. Hein ? Et donc la personne va se faire une représentation, comme les questions sont très vagues et ouvertes, la personne va avoir une représentation très spécifique de son truc. Pour donner un exemple, j'ai une fois une personne qui sentait un truc dans la gorge, et puis sa représentation, c'est qu'elle avait un serre-joint qui était là. C'était très clair pour elle, cette histoire de serre-joint. Ok, peut-être qu'elle a un grand-père menuisier, j'en sais rien, peu importe. Et donc, on va amener la personne à identifier ce truc-là, et puis une fois que c'est identifié, on va la faire ressortir, la ramener ici. Puis dire, voilà, vous avez ce truc-là. Qu'est-ce que vous aimeriez à la place ? Ça fait combien de temps que vous avez ? Combien de temps que c'est là ? Souvent les gens disent, comme si c'était là depuis toujours. Hein. Des fois ils arrivent à dire un âge, ça dépend de ce qui s'est passé dans leur histoire. Et alors c'est pas toujours aussi farfelu. Hein. Souvent c'est une boule au ventre, c'est un truc plus simple. Et donc on va après questionner la personne pour lui demander à quoi ça lui a servi d'avoir ce truc-là. Quel était le côté bénéfique ?
positif de ce truc. Et très souvent, on arrive justement, ça m'a protégé. Ça m'a empêché de faire des conneries, ça m'a ouvert aux autres, ou ça m'a forcé à avancer, ça m'a poussé en avant, etc. Et puis, on va, comme ça, accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle arrive à se rendre compte que ce truc-là, finalement, l'a amenée à être qui elle est aujourd'hui. Parce que fondamentalement, c'est ça. Et donc, on ne veut pas que quand on enlève ce truc, y a tout qui s'écroule. D'accord ? Donc, on va identifier ces choses importantes, ces valeurs, en fait, personnelles, qui peuvent être évidemment variées, mais souvent, on arrive à des trucs de liberté ou d'état d'être, de bienveillance, de sérénité, d'amour, voilà. Et évidemment, on ne veut pas, quand on enlève ce truc, que tout s'écroule, puisque finalement, ça s'est posé là-dessus. Il y avait par exemple une peur qui a amené de la protection a amené à pousser en avant pour amener à se réaliser pour avoir des relations pour avoir de l'amour. Donc, vous comprenez qu'il y a vraiment une structure, toute la personne se construit sur son histoire. Donc, on ne va pas aller bidouiller les fondements de son histoire sans lui offrir autre chose qui va soutenir, qui va lui permettre d'aller plus loin, ou en tout cas la soutenir dans l'état agréable qu'elle peut connaître. Et donc, on va chercher avec elle, après la questionner, pour lui demander de trouver qu'est-ce qu'elle a envie de ressentir à la place. Alors, à la place d'une peur, on aura peut-être envie de ressentir le contraire, c'est-à-dire la confiance. À la place d'une tristesse, ressentir la joie, etc. Mais il y a d'autres choses que les gens ont envie de ressentir. Pour moi, quand j'ai confiance, je me sens fort. Pour quelqu'un d'autre, quand j'ai confiance, je me sens ouvert. Voilà, ça va varier en fonction des personnes. Et une fois qu'on a toutes ces informations, on va repartir dans l'hypnose et on va faire un travail de profondeur où la personne, effectivement, alors oublie complètement le monde extérieur parce qu'elle est complètement focalisée sur son truc. Et on va lui demander de comment elle fait pour l'enlever. Alors là, ça peut être très farfelu. Donc là, on est très proche de symbolique ou de travail chamanique ou autre, parce qu'on est vraiment dans l'imaginaire. Et quand on est dans l'imaginaire, c'est le subconscient qui fait. Donc là, le travail du thérapeute, il doit être vraiment en retrait. Il faut faire des suggestions qui sont très très vagues pour que la personne puisse faire ce qu'elle a à faire. C'est pas moi qui sais pour elle. Donc je ne sais pas s'il faut juste dévisser le serre-joint, ou s'il faut le dessouder, ou s'il faut le faire disparaître. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un ange qui arrive, ça peut être... Ça, c'est la personne. Donc vraiment, tout est ouvert, et c'est très très important pour le thérapeute d'être en retrait. Je ne sais pas ce que la personne doit faire. Je suis là pour juste l'aider, la soutenir, pour qu'elle fasse ce qu'il y a à faire. Et elle ne peut pas se tromper, en fait. Parce que quand vous imaginez, vous ne pouvez pas imaginer autre chose que ce qui s'est construit dans votre cerveau au fil de votre histoire. Donc c'est impossible de faire faux. Vous allez de toute façon imaginer quelque chose qui est correct. Mon travail dans ce genre d'approche, c'est d'encourager la personne à se lâcher, à être libre, c'est-à-dire à souligner que plus c'est farfelu, mieux ça marchera. Parce que souvent, ce qui est difficile dans cette technique, c'est de justement se laisser imaginer des trucs farfelus, notamment pour les personnes qui sont dans le contrôle. Des personnes très cartésiennes, qui sont dans le contrôle, qui ont besoin de comprendre. Si tout d'un coup, je sais pas, ils voient une armée de fourmis qui viennent manger le serre-joint, ça peut être ça peut être vraiment n'importe quoi. Ils vont dire, non, mais attends, je ne peux pas lui dire ça quand même. D'accord ? Donc c'est vrai, il y a vraiment un travail de relation pour permettre à la personne de laisser venir ce qui vient. Ce qui vient, c'est juste. Et quand on fait ça comme ça, vraiment, ça se dissout. Et une fois que c'est dissous, on va demander à l'inconscient d'installer toutes ces choses que la personne a choisies, la confiance, la force, la liberté, l'ouverture, etc. Et puis elle va le faire aussi à sa manière. Il y en a qui verront de la lumière, d'autres verront des petites fleurs pousser, d'autres... C'est égal. Des petits nains qui chantent, ou je sais pas quoi. C'est égal. Chacun a sa façon avec son histoire. Et c'est ça qui rend le truc puissant. L'émotion se met à jour, on va dire, et se dissout. On parle ici, évidemment, d'une émotion récurrente qui vous court après depuis longtemps. On a tous ça, je pense. Des peurs,
j'aime pas être dans tel contexte, dans telle situation, je suis pas à l'aise. Pour d'autres, c'est de la tristesse, il y a des gens qui dépriment facilement, tous les lundis matins, c'est l'horreur, etc. Hein, on entend ça, hein, et il y a des schémas qui sont mis en place. Très difficile de sortir de ça. Donc ça, c'est des émotions qui sont, comme on pourrait dire, cristallisées à l'intérieur. Et ce que je viens de vous décrire, c'est une des deux méthodes qui permettent de... C'est la méthode, disons, qui va permettre de transformer l'émotion en transformant la structure. Intéressant, n'est-ce pas ? Ah ouais, ça. Avant de vous parler de la deuxième... On a encore un petit peu de temps. Avant de vous parler de la deuxième technique, qui est très différente, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le sens de ces émotions. Les émotions, en particulier les négatives, parce que c'est celles-ci qui nous posent problème. La joie, la curiosité, c'est cool, hein, plus on en a, mieux c'est. Les émotions dites négatives, et je souligne le dites négatives, parce qu'il n'y a rien qui soit négatif ou positif, c'est des informations en fait. Les émotions sont des informations. Et souvent, les gens, la plupart d'entre nous ne savent pas ça, on ne les considère pas comme des informations. On les considère comme des ennemis, parce que ça vient nous blesser, ça vient nous faire passer un mauvais quart d'heure. Mais en fait, on passe un mauvais quart d'heure encore plus, ou encore plus souvent, justement parce qu'on les refuse, on ne veut pas la vivre. Quand l'émotion arrive, on dit non, 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 je ne te veux pas. Et donc on ne prend pas l'information. Et tant qu'on n'a pas pris l'information, l'émotion elle revient, parce qu'elle est en train de nous dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces émotions ? De ce que j'ai pu, ça c'est mon témoignage, hein, de ce que j'ai pu comprendre de tout ça au fil des ans, la peur, clairement, nous informe d'un danger. Qu'il soit réel ou imaginaire, il y a toujours un danger. Maintenant, si c'est un danger imaginaire, c'est intéressant de prendre l'information que je suis en train de me créer un danger qui n'existe pas. Ça, c'est une information précieuse. Hein. Donc ça m'informe sur, ok, là, il y a quelque chose à revoir, parce que je suis en train de me faire peur pour rien. La colère, je vais la garder pour la fin, parce que c'est ma préférée. La tristesse nous informe qu'on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose de précieux pour soi, et on ne va pas pouvoir continuer comme avant. On doit changer quelque chose dans notre système, dans notre comportement, dans notre vie, pour pouvoir reprendre un cours de vie satisfaisant, parce que on a perdu quelque chose. Ça peut être un être cher, ça peut être un job, ça peut être une image de soi, parce que simplement je me transforme. Ça peut être un nounours quand on était petit. Je ne vais pas pouvoir continuer. Comme quand j'avais mon nounours, je dois me réinventer. Ça, c'est le message de la tristesse. Le message du dégoût, il est assez clair, c'est ce qui ne me convient pas. Je vais rejeter ce qui ne me convient pas. C'est plutôt utile en début de vie, quand on met tout à la bouche et qu'on explore le monde. Après, la notion de dégoût reste, mais elle est moins souvent, elle apparaît moins souvent. Et la colère, j'ai gardé pour la bonne bouche parce que c'est une émotion qui est plus complexe. D'abord, c'est l'émotion interdite. On n'a pas le droit d'être en colère. Si tout le monde se mettait en colère et flinguait son voisin, ça serait le Far West, et puis on ne peut pas faire ça. On ne pourrait pas vivre en communauté si on laissait aller les colères comme ça. On se méfie aussi des gens qui se mettent en colère, qui sortent de leur gond, qui perdent, qui perdent leurs moyens par la colère, ils deviennent violents, etc. Ils nous font peur. Donc on n'aime pas ça. Et pour ces raisons, on apprend très vite à refouler ses colères. Maîtriser, mais surtout refouler, en fait. Donc, parce que quand vous avez un petit enfant, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous allez avec un enfant à la Migros, et puis que votre enfant se roule par terre en hurlant parce qu'il veut un bonbon, parce qu'évidemment, ils sont juste à sa hauteur vers les caisses, pas pour rien. Là, c'est vous qui passez un mauvais quart d'heure, parce que vous subissez les regards jugeants des autres. Alors, il y en a qui vous jugent, qui vous regardent comme ça, puis d'autres qui vous regardent comme ça, en disant « Qu'est-ce que j'aimerais pas être à votre place ?» Bref,
On a différentes manières de réagir à ça. Un enfant qui a 2 ans qui fait ça, c'est ok, on va le sermonner, on va éventuellement lui mettre une taloche, et il va apprendre à refouler. Un enfant qui a 6 ans, ou qui a 16 ans, ou un adulte qui a 30 ans, s'il fait ça, on le met à l'asile. Donc, on apprend très vite à refouler ses colères, et comment on les refoule, tellement, on devient des super spécialistes en refoulage de colère, qu'on les sent même plus. Mais non, moi tout va bien. Je sens même plus mes colères. Et le truc, c'est qu'on ne prend pas l'information de la colère. Et l'information de la colère est précieuse, c'est qu'elle me renseigne sur mes valeurs. Je ne me mets pas en colère si ça ne touche pas mes valeurs. Et donc c'est très très intéressant la colère. Tout ce qui me met en colère souligne mes valeurs. On pourrait dire des besoins non comblés aussi, mais ce qui est important pour moi. Si quelqu'un va courir avec son chien, ça ne va pas me mettre en colère. Mais peut-être ça peut mettre en colère d'autres gens. Si quelqu'un peint sa voiture en rose, ça ne va pas me mettre en colère, c'est égal. S'il peint ma voiture en rose, je ne vais pas être content. à moins que, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est intéressant, les colères, vous parliez tout à l'heure de les accueillir. Accueillir ces colères permet de recevoir le message. Quand on reçoit le message, l'émotion s'en va. Intéressant. Et donc, je voulais vous parler aussi de cette deuxième technique hypnotique qui est très récente, elle a moins de 10 ans. Ça a été développé à la suite de l'hypnose ericksonienne dont vous avez sans doute entendu parler, qui est l'hypnose la plus, on va dire, répandue aujourd'hui. Il y avait l'hypnose classique, et après il y a eu l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson ayant développé beaucoup de choses super passionnantes. Et puis après, il y a eu d'autres gens qui ont travaillé après lui, qui ont développé encore ça de manière admirable, et notamment François Roustan, que vous connaissez peut-être, philosophe, jésuite, psychanalyste, pour donner dans l'ordre, jésuite, psychanalyste, puis hypnothérapeute, philosophe, et qui a terminé sa vie en épurant l'hypnose au maximum, c'est-à-dire en se focalisant sur le corps. Et à la suite de ses travaux, un certain Bernard Sensfelder, qui n'est pas encore connu, parce que tout ça est vraiment tout récent, c'est un peu le dernier cri de l'hypnose émotionnelle, on va dire, puisque ça a que quelques années, qui a mis au point ce qu'il appelle l'einothérapie. Eino, ça vient de einaïs, qui veut dire être, on pourrait dire la thérapie de l'être. L'idée est la suivante, et c'est vraiment très très intéressant. Quand on est enfant, quand on vient au monde, on est une sorte de boule d'amour. On n'a aucun conditionnement, aucune limite. On est juste dans la contemplation et on est ce qu'on perçoit. Parce qu'on n'a pas fait la différence entre les choses. Donc je pense que je suis la chaise, le mur, maman, le chien, les bruits, les lumières. Tout ça c'est moi. Je suis un créateur du monde, on pourrait dire. Et donc je suis dans un élan vers cet univers. Et François Roustan ne parle pas de perception, il parle de perceptude à cet endroit. C'est que je n'ai pas la perception de choses qui me sont étrangères, je suis tout ça. Donc on est, ça vous parle, hein, on dirait. On est dans cet élan et cette communication à l'univers. Et puis après, voilà, on fait notre petite enfance, les blessures de Lise Bourbeau et tous ces machins et tous ces traumas et tous ces trucs. Et donc, peu à peu, on va se séparer du monde, mais on va garder cet élan. En petit enfant, on va garder cet élan. Et vous avez sans doute observé, ou vous pouvez facilement l'imaginer, un petit enfant qui sait à peine marcher dans un parc public, qui ramasse une poignée de gravier, merci, qui ramasse une poignée de gravier, puis qui va l'offrir à sa maman. Il lui offre le monde. Il lui offre des diamants, pour lui, il lui offre le monde. Et là, il se fait ramasser, mais touche pas, c'est sale, etc. Donc, boum, qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Il va se dire, j'ai fait un truc faux. Je ne sais pas aimer. Donc, il va restreindre son élan d'amour. Et ça crée des tensions. Rien que d'en parler, j'ai les frissons, mais
Ça crée des tensions dans le corps qui vont se cristalliser. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça commence comme ça et ça va se poursuivre tout au long de la vie. L'hypnothérapie fonctionne sur le corps. C'est une hypnose très épurée dans laquelle l'hypnothérapeute accompagne. Il ne parle presque pas. Il est juste dans la présence. Les mots qu'il utilise vont être là pour faire monter les tensions chez la personne. L'idée, bon, évidemment, on va enquêter un peu sur la personne, voir quels sont ses mots, etc., son histoire. Et on va donner des mots, des phrases, ou évoquer des personnes ou des situations qui vont faire monter la tension chez le patient, en fait. L'idée est la suivante, c'est que quand la tension monte et qu'on la laisse être, accueillir, vous disiez, on laisse ressentir, on se laisse passer ce mauvais moment, hein, on le laisse être, au bout de quelques instants, le corps se rend compte qu'il n'y a pas de danger et il relâche la tension naturellement. Les études sur les cauchemars ont montré que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que le corps relâche les tensions lors des cauchemars. Quand on fait ça consciemment, il ne se passe rien. Quand on fait ça dans l'état hypnotique, le corps efface la tension. Il remet du mouvement dans ce qui s'était cristallisé. Dans les neurotransmetteurs, qui sont des tout petits fils qui font passer une information électrique vers le cerveau, et notamment au niveau des émotions, c'est une information intense. Ce qui fait que le neurotransmetteur, pour tenir la charge électrique, va se crisper. Il va se cristalliser à la longue, parce que les émotions ont tendance à se répéter. À la longue, il va se cristalliser et on va avoir des tensions. Ce ne sont pas des tensions musculaires, qui sont des tensions neuronales, des neurotransmetteurs. Et quand on fait cette technique d'accompagnement, cette technique vraiment très, très, très puissante, où la personne va juste se laisser traverser par la tension, et au bout d'un moment, le corps se dit « Ok, tout va bien ». Il relâche, et ça s'efface. C'est magique. Voilà. Je pourrais en parler pendant des heures. Malheureusement, ben voilà, il y a tout à une fin. Je ne sais pas si vous avez une question ou l'autre. Par rapport à ça, on a parlé des émotions, on a parlé de 2 techniques spécifiques de l'hypnose. Ça ne réduit pas l'hypnose à ces 2 techniques, bien évidemment. C'est mes 2 techniques préférées, parce que je travaille beaucoup avec les émotions, indépendamment de la demande du client. Que la personne vienne pour des troubles du sommeil, pour une addiction, pour une phobie, pour manque de confiance en soi, peu importe, pour perdre du poids, pour n'importe quoi, ou pour une maladie même, il y a toujours une émotion derrière. Il n'y a pas de problème sans un ancrage émotionnel. Et c'est pourquoi ce travail sur les émotions est si important et si puissant, et que j'ai envie de le porter aussi un petit peu à la connaissance des gens, parce que souvent, on va des fois chez un hypnothérapeute en lui disant j'ai des troubles du sommeil, ok, on fait une induction, et puis on lui met des suggestions qu'il va bien dormir, etc. Ça marche, mais ça ne règle pas la source. Et quand on règle un problème sans régler la source, il y a de fortes chances que ça ressorte, soit que ça revienne, soit que ça ressorte d'une autre manière. C'est la raison pour laquelle, dans mon approche thérapeutique, c'est si important d'aller à la source.